Bonjour à toutes et tous et bienvenue parmi nous. Ce podcast s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux membres actuels ou aux membres passés de notre communauté de l'ENVT. Il s'adresse au personnel, aux étudiantes et étudiants, aux enseignants et enseignantes. Il s'adresse à celles et ceux qui, comme nous, ont envie d'en apprendre plus sur l'école vétérinaire de Toulouse. Sur son histoire incroyablement riche, ses actualités et son avenir. Sur toutes les personnes que nous côtoyons tous les jours, avec qui nous échangeons parfois un sourire ou quelques mots, mais que nous n'avons jamais pris le temps de découvrir. En bref, sur tout ce qui fait la richesse de la mosaïque qu'est notre école. Bienvenue dans les Chroniques du Touche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Chroniques du Touche. Je suis avec Philippe Renaisen. Salut Philippe. Salut. Et aujourd'hui on reçoit trois invités on va parler donc de rugby et de veto toulousain. Donc on reçoit Marie Armary, Charline Poncin et Léon Mallard. Bonjour à vous trois. Salut. Salut. Donc dans un premier temps je vais vous demander de vous présenter un peu chacun et donc de dire dans quelle année vous êtes et comment vous en êtes venu à faire du rugby. Alors, Léon Mallard, étudiant en dernière année, donc nouvelle A6. J'ai fait un tutorat cette année en bovine en Aveyron. Et pour ce qui est de mon rapport avec le rugby, c'est le sport que j'ai toujours pratiqué depuis que j'ai 6 ans. J'ai commencé à Paris au PUC et j'ai pas hésité à reprendre une fois arrivé à Toulouse. Moi, c'est Charline Poncin, donc je suis en 5e année. Donc je suis arrivée à l'école en 2019. Et par contre, le côté rugby est beaucoup moins glorieux. Moi, j'ai commencé à jouer à l'école en sachant que c'est un peu une passion que je partageais avec mon père. Mais vraiment, la pratique, donc j'ai commencé en poulot, donc en première année. Alors moi, c'est Marie Armary, je suis en 3e année. Et j'ai commencé le rugby en BTS quand je suis rentrée au lycée agricole d'Osville et je suis issue d'une famille où il y a une grosse histoire de rugby, donc j'ai toujours bercé dans ça. Mais je le pratique depuis le BTS et j'ai continué à l'école. Merci d'avoir un peu introduit qui vous étiez et quel était votre rapport au rugby. On va tout de suite partir sur la chronique que Léon a préparée, puisque ça y est, cette fois c'est un invité qui prépare carrément une petite histoire. Est-ce que tu peux nous conter un peu l'histoire ancienne qui lie les vétérinaires toulousains au rugby ? Alors oui, bien sûr, et je vais même faire mieux que ça, c'est que je vais remonter jusqu'aux origines du rugby même. Ah ouais, la classe, t'as fait du zèle quoi. Alors on m'a dit qu'il fallait donner un nom à la chronique, non, je sais pas. Non, oui, parce que j'en ai pas, Ah. Voilà. Alors, donc d'après la légende, tout a commencé un jour de novembre 1823, sur la pelouse de la Rugby School, un des plus anciens et prestigieux collèges d'Angleterre, lorsque le jeune William Webb Ellis, au cours d'un match de football, se saisit du ballon avec les mains pour le porter jusque dans le camp de ses adversaires. Alors en réalité, l'histoire du rugby est un peu plus complexe que ça. On retrouve des traces de sports collectifs de combat à l'Antiquité, avec l'arpastum romain, ou encore au Moyen-Âge avec la soule. Ces disciplines, dépourvues de règles précises, et par conséquent d'une grande violence, puisque tout était permis, ont disparu avec le temps, mais ont sans aucun doute inspiré les jeux pratiqués en Angleterre jusqu'au début du XIXe siècle. À cette époque, la pratique des sports collectifs se développe dans les collèges anglais, avec le football principalement, et chaque collège joue avec ses propres règles. Donc lorsque William Webb Ellis se saisit du ballon pour aller marquer et exécuter ce geste fondateur, en réalité ce n'est rien d'extravagant, car l'usage des pieds et des mains était normal dans la pratique de leur football. Mais avec le développement du réseau ferroviaire et des moyens de transport anglais, les collèges peuvent désormais organiser des rencontres sportives, mais il faut pour cela s'accorder sur les règles à suivre. Et c'est grâce à la grande réputation de la Rugby School et de son headmaster Thomas Arnold que les règles du rugby-football prennent le dessus et se répandent aux autres collèges, pour finalement être codifiées le 7 septembre 1846 et devenir le sport de référence. Il faudra ensuite attendre jusqu'en 1872 pour que le rugby débarque en France, et plus précisément au Havre. Il gagne vite la capitale, avec la naissance du Racing Club de France et du Stade français, mais tarde à s'étendre dans le reste de la métropole. Pour notre ville de Toulouse, c'est en 1892 que voit le jour l'équipe des Sans Soucis, constituée des internes de lycée de Toulouse et encadrée par Mercadet et Talavigne, 2 adeptes du rugby arrivés de Paris et de Reims. Les débuts sont timides, mais les Toulousains semblent doués, et les quelques succès contre des formations réputées comme Narbonne ou Bordeaux font grandir l'intérêt pour ce sport. Lorsque les étudiants quittent l'internat, ils s'organisent pour continuer, et c'est ainsi qu'en 1895 naît le Sport Athlétique Toulousain, le SAT, qui jouera avec les couleurs jaune et noir.
Dans la foulée, en 1897, c'est le stade olympien des étudiants de Toulouse, le SOET, qui voit le jour. Le SOET joue pour sa part avec un maillot rouge à bande noire diagonale. Outre les anciens internes du lycée, l'équipe est aussi constituée d'étudiants vétérinaires. Et enfin, en 1899, pour des raisons que je ne connais pas, un certain Coulon, joueur du SOET, décide de quitter l'équipe, entraînant avec lui les étudiants vétérinaires, pour former l'Union sportive des étudiants vétérinaires, l'USEV, avec leur maillot gris et leurs shorts noirs. Donc retenez bien cette date, 1899, car c'est à ce moment que commence l'histoire du rugby vétérinaire toulousain. Au cours des premières années, la concurrence avec les autres sociétés toulousaines est rude, mais l'USEV connaîtra ses premiers succès et impressionnera par sa valeur. Et l'année 1904 marquera à mon sens l'apogée de cette équipe. En effet, les succès s'enchaînent et les vétos viennent à bout de leurs rivaux du SOET sur le stade de la Prairie des Filtres devant plus de 5000 spectateurs et obtiennent le titre de champion du Sud avec un ticket pour le prestigieux championnat de France à la clé. Ils échoueront malheureusement en quart de finale sur la pelouse du SBUC, la section bordelaise, à cause d'une injustice arbitrale qui aura fait jaser tout un public. Cette année-là, 2 joueurs de l'USEV, Coulon et Damestois, se sont fait remarquer pour leur qualité de jeu, et finiront même par être sélectionnés pour jouer avec le 15 français contre les Anglais de la Swansea FC. Après cette période dorée, l'USEV et le SAT décident de s'associer en 1905 pour former l'équipe du Veto Sport, afin de rivaliser avec le rival toulousain toujours plus redoutable, le SOET. Cette association, qui joue au stade des Récollets, connaîtra plusieurs succès, contre les champions en titre Bordeaux ou encore contre le Stade français. Et c'est finalement en 1907, après des débats houleux présidés par un certain Charles Besnois, directeur de l'école à l'époque, qui donnera son nom à un protozoaire un peu embêtant, que le Vétosport s'associera avec le rival soétien pour former le Stade olympien des étudiants et Vétosport, nom un peu barbare, simplifié en 1908 sous l'intitulé Stade toulousain. Le Stade toulousain comptera donc dans son effectif quelques joueurs de l'équipe vétérinaire, comme par exemple Octave Léry, François Mourat, François-Xavier Dutour ou encore Pierre Jaurégui. C'est avec ces derniers joueurs que l'équipe de 1912 rencontrera son premier succès en championnat de France, après une saison magnifique sans défaite qui leur aura valu le fameux surnom de Vierge Rouge. Tout au long du XXe siècle, l'équipe Veto, renommée le Veto Étudiant Club, participe au championnat d'académie de Toulouse avec une dizaine de titres, et même au championnat universitaire national, avec notamment 2 titres en 1938 et 1939. Après avoir conquis le championnat français, le VEC s'exporte, avec une tournée en Tunisie en 1951, des échanges avec les Vétos de Saragosse dans les années 70, et 3 belles tournées en Australie, Nouvelle-Zélande en 87, Amérique du Sud en 88 et Afrique du Sud en 89. Pour rester sur l'international, aujourd'hui encore, une équipe constituée de jeunes et anciens du VRC monte régulièrement dans un pays des 6 nations pour jouer contre les Vétos locaux, et pour l'instant, aucune défaite au compteur. Mais le rugby vétérinaire aujourd'hui, c'est aussi et avant tout une histoire au féminin. L'arrivée du rugby féminin à l'école, dans les années 80, et plus précisément dès 78, est contemporaine à la féminisation de la profession. L'équipe sans nom, alors, se met en place et ne participe qu'à peu de compétitions, comme la Coupe Boudu par exemple, qui opposait à l'époque les 4 écoles vétérinaires à Lyon. La blessure est alors interdite, puisque le banc des Toulousaines est malheureusement vide. Mais la force de caractère de ces joueuses ne tarde pas à se faire connaître. Après une période difficile de 92 à 95, l'équipe se rebâtit, avec une bande de potes encadrée par Laurent Blond, étudiant et joueur de Colomiers, et découvre alors le rugby à 7 pour ne plus jamais le quitter. Le succès arrive vite et attire de plus en plus de joueuses. Parmi ces joueuses, certaines, après avoir découvert le ballon ovale à l'école, finiront même par évoluer au plus haut niveau, comme Anna Lafilippe, arrivée en 1984 et sélectionnée 2 ans plus tard en équipe de France, pour finir ensuite capitaine des Bleus. Amélie Munier, par exemple, arrivée en 2009, qui intègre l'équipe de France universitaire A7 en 2012, puis signe l'année d'après un contrat avec l'équipe de France A7. Mais le rugby à l'école aujourd'hui, c'est quoi ? C'est une équipe masculine à 15, c'est 2 équipes féminines à 7, c'est 1 à 2 entraînements par semaine, des matchs de championnat d'académie avec un abonnement aux phases finales, c'est la participation aux Ovalides Beauvais, plus grand tournoi européen de rugby universitaire, mais c'est surtout le moyen de tous se retrouver et apprendre ou transmettre ce beau sport et ses valeurs. Et pour les curieux qui se demandent d'où vient le nom de l'équipe féminine, pour ceux qui ne savent pas, elle s'appelle les Morues, l'origine remonte à la saison 2000-2001, lorsque sur le jeu de maillot neuf de l'équipe,
les coachs du VRC ont décidé d'imprimer à leur insu la mention morue en référence à leur caractère. Finalement, c'est resté. Comme quoi, Le caractère ou le nom? Peut-être les deux. à vous de le dire. Comme quoi, le rugby à l'école, c'est donner le meilleur de soi, mais sans se prendre au sérieux. Bon, merci beaucoup Léon pour ce petit instant Père Castor. Si on vous a invité vous trois, c'est pas par hasard, c'est parce que cette année vous avez créé l'amicale du rugby vétérinaire toulousain et que donc on est là pour en parler. Comment cette idée elle vous est venue et pourquoi vous avez eu envie de créer cette amicale? C'est vrai que c'est une idée qui a été construite, on va dire, par les deux équipes. Donc on a Léon de base qui voulait déjà un peu marquer le coup en créant quelque chose qui était plus pérenne. Et avec Marie, on avait beaucoup pensé au fait que les morues allaient avoir 25 ans cette année-là. Et on voulait également marquer le coup. Et c'est en discutant qu'on a décidé de relier nos deux idées et de créer quelque chose qui serait commun au rugby féminin et au rugby masculin à l'école, parce qu'actuellement c'est vrai que c'est deux clubs qui sont quand même distincts même si on pratique le même sport, et on avait envie de voir grand, de pouvoir faire de plus belles choses et pas simplement se limiter à un événement dans l'année où on pouvait retrouver les anciens et anciennes joueuses de l'école, donc qu'on appelle le KVGAT, et c'est pour ça que avec plein de petites discussions, on est arrivé à cette association, donc la RVT. Oui, pour être plus précis sur moi, personnellement, mes intentions de base, c'était notamment quand je partais en stage en première et deuxième année, que je rencontrais des vétérinaires qui me disaient avoir joué au rugby à l'école. Naïvement, je leur disais « Ah, mais vous viendrez au KVGAT cette année », donc le fameux événement de rencontre avec les anciens. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelque chose qui s'était un peu perdu pour les plus anciennes générations, qu'au KVGAT, c'était un peu souvent les mêmes visages qu'on voyait. Et je me suis dit que c'était quand même dommage parce qu'il y avait beaucoup de monde passé par ces équipes-là qui avaient peut-être leur histoire à raconter et à qui ça ferait plaisir aussi de revoir leurs copains d'équipe. Donc c'est l'idée d'aller chercher un peu plus loin que ce qu'on avait déjà avant. Ok, et donc pour vous, c'est chercher plus loin en termes de public pour faire des événements qui sont similaires au KVGAT, un peu comme du coup la journée d'inauguration que vous avez fait. Est-ce que, donc ça pour vous, cette journée d'inauguration, donc c'était un événement d'une fois, mais d'un autre côté j'imagine que chaque année vous allez essayer de reproduire le même type d'événement. Est-ce que vous avez d'autres événements en tête? Est-ce que vous avez d'autres concepts qu'on n'a pas forcément vus qui s'éloignent du principe du KVGAT? Oui, du coup, ça allait avec la discussion de la création de l'association. Pourquoi créer une association si c'est juste pour faire un événement dans l'année comme on fait un peu déjà? C'est sûr qu'on va essayer de reproduire ce qu'on a fait cette année avec l'inauguration, où là, encore une fois, voilà, comme Léon a dit, on a vu plus grand puisqu'on a touché des générations encore plus anciennes, puisque habituellement, au KVGAT, on a des matchs qui se font uniquement en plaqué, et c'est vrai que au bout d'un moment, ça peut être dangereux lorsqu'on ne pratique plus. Donc on mettait un peu de côté certaines personnes, ce qui était dommage. Donc là, voilà, on avait presque 200 personnes, si je ne dis pas de bêtises, dans la journée. Donc ça nous a permis, voilà, d'avoir quelque chose sur une journée totale. Donc matin, on était un peu entre nous à jouer comme d'habitude, on va dire, et l'après-midi on a pu accueillir un peu tout type de joueurs, et donc ça c'est sûr qu'on va vouloir le reproduire parce qu'on a eu beaucoup de retours positifs et ça a vraiment plu. Et après bien évidemment on a vu un peu plus grand, on a eu des idées qui ne se sont pas encore concrétisées. On a eu par exemple une réunion au Stade Toulousain pour parler de cette association, pour leur rappeler aussi le lien entre vétérinaire et le stade, comme Léon l'a bien expliqué dans sa petite chronique. Et donc on avait des idées d'agrandir des journées de matchs dans la région pour développer ça, peut-être parler de régions où il y a peut-être un manque d'activité et du coup faire une certaine attraction pour les personnes dans ces domaines-là. Également relier notre métier, le monde rural au côté vétérinaire, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs ou d'anciens joueurs qui ont des relations avec le monde rural. Donc pourquoi pas faire des conférences et du coup avoir certains invités qui peuvent parler de tout ça. Mais on est encore un peu sur le développement de tous ces projets. On en discute vu que c'est tout nouveau, mais le but c'est de mettre tout ça en place. Comme l'a souligné Charline, on a vraiment à cœur en fait
quand on a monté ce projet, ce qu'on a trouvé d'important, c'est ce lien intergénérationnel entre les anciens qui sont sortis, que ça soit de pas longtemps ou de bien plus tard, parce qu'on a eu des gens qui sont revenus, ça fait 20 ans qu'ils sont sortis de l'école, quoi. Et vraiment de le mettre à profit, ce lien pour, certes, on a réussi à faire un événement assez convivial, mais aussi pour le professionnel derrière. Ça peut être des rencontres avec les étudiants pour un apport de stage ou autre, mais c'est toujours des échanges. Et derrière, comme a dit Charline, au niveau des régions, d'essayer de faire des événements peut-être plus tard avec l'association au niveau de région, afin de promouvoir nos métiers et peut-être aussi d'amener ceux de l'école à aller voir certaines régions, peut-être découvrir des choses qui leur plairaient là-bas, et derrière, vraiment d'aller voir vraiment plus loin dans toutes ces discussions qu'on a aujourd'hui dans l'école et tout ça, quoi. Donc c'est vraiment associé patrimoine et la famille du rugby, quoi, en gros. Ouais. Et concrètement, c'était quoi votre rôle, quel est votre rôle à vous trois dans cette association, et quel était votre rôle pendant cette journée? Est-ce que vous vous êtes répartis les tâches? Comment vous avez fonctionné? Est-ce que c'est décidé même? Je sais pas si oui, on peut dire que c'est décidé sur le papier. Au début, on a essayé de se répartir au mieux les tâches, mais il y avait un boulot qui était quand même assez conséquent. Sur la journée en elle-même, oui, chacun s'est occupé de certaines choses, que ce soit la communication, que ce soit les inscriptions. On a eu la création des maillots, du coup, aussi, qu'on a réalisé avec un partenaire qui nous a pris un petit peu du temps. Que vous portez actuellement, là, c'est ça? Qu'on porte actuellement, nos belles couleurs. Et du coup, tout ce qui est buffet, etc. Enfin, donc, vu que ça comptait environ 200 personnes, c'est vrai que c'était un boulot assez conséquent. Et on a eu à cœur de faire une exposition photo, vu que c'était vraiment l'année où on invitait un maximum de personnes de toute génération, d'essayer de retracer au mieux l'histoire du rugby à l'école vétérinaire. Et donc, on a essayé de remonter au plus vieux, là où on pouvait avoir des photos, jusqu'à maintenant, mettre en avant toutes les finales qui ont été faites par les deux équipes, que ce soit le VRC, donc l'équipe masculine, ou les morues. Et il y a eu également création d'un carnet pour retracer dans les détails toute l'histoire. Notamment, Léon et Marie ont surtout participé avec l'aide de personnes, notamment de première année aujourd'hui, et qui a été un franc succès. Pour y avoir été avec Philippe, du coup, on a vu l'exposition et c'était vraiment très cool à voir. Donc bravo pour le travail que vous avez fait. Et donc concernant le Cavegat, vous avez dit que justement ça avait réuni donc beaucoup de générations. Est-ce que vous avez eu des retours justement des anciennes générations, des gens qui sont sortis il y a très longtemps? Est-ce qu'ils vous ont remercié? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce que vous avez pu échanger? Oui, c'était assez touchant de voir, rien qu'au cours de la journée ou de la soirée, des retrouvailles entre anciens de l'école. Moi, je pense aussi à un vétérinaire que je connais qui avait retrouvé ses anciens colocs, qui est à la colocation de Saint-Simon, et ils sont retournés voir leur ancienne maison 32 ans après. Quelque chose d'assez symbolique et assez sympa, je trouve. Et donc voilà, il y a certains anciens par les Cavegat précédents qui n'avaient pas trop perdu encore l'habitude de l'école, mais pour certains, ça faisait vraiment très longtemps, comme l'a dit Marie, ça faisait plus de 20 ans qu'ils n'étaient pas venus, et c'était vraiment... tout s'est très bien passé pour eux, ils étaient très heureux d'avoir pu découvrir ou redécouvrir le nouveau cercle, parce qu'on rappelle que ça fait que depuis 2000 que le cercle des étudiants se trouve à son emplacement actuel. Donc non, on a eu des retours très très positifs, et beaucoup de gens signent pour l'année prochaine. Et moi, ce que j'ai trouvé assez sympa aussi, c'est que au-delà de l'événement, les gens ont compris que c'était pas juste quelque chose de ponctuel et qu'on lançait quelque chose derrière, qu'on lançait une association. Et dans les retours des vétérinaires, quand j'entends une belle première pour la RVT, hâte de la suite, hâte de voir la continuité de l'association, c'est assez motivant et ça fait plaisir. Et vous avez combien de membres, tu sais ou pas, au total? Alors ça, c'est pas précis encore parce que on n'a pas encore lancé les appels à cotisation, mais je pense qu'on peut compter déjà sur tous ceux qui étaient présents, plus de nombreux vétérinaires qui n'ont pas pu venir. J'espère qu'on atteindra au moins les 200 cotisations payées. Et en termes d'écart de promotion, c'était quoi les promos les plus anciennes qu'il y avait et qui se sont inscrites potentiellement à la RVT là? Bon, alors
le doyen, je vais dire, de notre association, c'est Pierre Desnoyers, ancien directeur de l'école, sorti en 65, donc qui a même connu l'école de Matabio. Donc on a Pierre qui occupe cette place-là. Et après, il y a un petit trou, mais après, sur les générations les plus anciennes, on va taper jusque dans les sorties d'école dans les années 80, quoi. Et je crois qu'on avait compté, il y avait une trentaine de promotions différentes représentées. Donc quasiment 200 personnes et un delta en âge plutôt important. Je pense que maintenant, on va parler des Ovalis que tu as cité tout à l'heure dans ta chronique, qui semble donc, comme tu l'as dit, c'est un des plus gros événements de rugby auquel peut participer les Vétos toulousains. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet événement? Qu'est-ce que c'est? Et quel est le palmarès peut-être des équipes de Toulouse? Les Ovalis, c'est le plus grand tournoi universitaire présent à Beauvais chaque année, organisé par l'école d'ingénieurs agronomes privée de Beauvais. Et les Morues et le VRC y participent depuis assez longtemps. Les premières Morues, celles qui sont fait appeler les Morues, avaient à l'époque, pour la petite histoire, participé à une émission radio pour pouvoir se payer le quart pour partir aux Ovalis. Donc ça remonte à, si je ne me trompe pas, dans les années 2000-2002. Et depuis, on a toujours été présente. Donc, au niveau du palmarès, je parle pour les Morues, le VRC, Léon me complétera. On a été victorieuse plusieurs fois. Donc, il y a eu 2018, 2019, 2015. Alors, pour le palmarès, on n'a pas forcément de réponse hyper précise parce que, notamment pour le travail, pour l'exposition, j'avais essayé de contacter les Beauvaisiens et j'ai pas eu de réponse. Je les relancerai probablement. Mais oui, c'est vrai que côté filles, le palmarès est assez important parce qu'on a, je pense qu'à la louche, il y a peut-être 8 ou 9 titres, quelque chose comme ça. C'est ce qu'il faut retenir, on gagne souvent. Voilà. Et c'est du rugby à 7 là dont on parle, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Juste pour l'anecdote, quand on avait fait la petite vidéo de la RVT là et que du coup Amélie Munier a parlé à notre micro, elle a dit qu'elle faisait du rugby à 7 et du coup comme je suis pas du tout un spécialiste du rugby, j'ai cru qu'elle avait fait du rugby dans la ville de Sète, quoi. Donc voilà. Elle est jolie celle-là. Tout ça pour dire, est-ce que il y a que du rugby à 7 chez les femmes en universitaire ou est-ce qu'il y a du rugby à 15 aussi? Il y a du rugby à 15 aussi, mais sur le tournoi de Beauvais, en fait, on est qu'à 7. D'accord. Et après, les garçons sont présents, eux, à 7 et à 15. Et le VRC, depuis cette année, participe à 15, mais les autres années, participaient à 7. Et justement, du coup, le fait que c'est la première année où vous êtes allé à 15 aux Ovalis. Oui, alors c'est la première année depuis longtemps, techniquement, parce que j'ai appris par des anciens justement que une équipe du VRC était déjà montée pour le tournoi à 15, et je crois que c'était en 2012 ou 2013. Et l'expérience n'avait pas forcément été très bonne, ou ça n'avait pas suffisamment plu. Mais nous, cette année, on a voulu essayer ça pour un peu de nouveauté, et puis surtout parce qu'on avait envie de faire monter le maximum de joueurs à ce tournoi. Et le résultat n'est pas forcément éclatant, quoi, mais ça nous a permis de monter avec toute l'équipe et de quand même passer un très bon week-end. Donc on pense renouveler l'expérience l'année prochaine. Et en championnat sur l'année universitaire, vous jouez à 7 ou à 15 aussi? Alors nous, le VRC, l'équipe masculine, on joue à 15 tout le temps. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus précisément comment se déroulent les Ovalis? Parce que moi, je sais qu'on en entendait parler chaque année, mais c'est vrai que quand on n'y va pas, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Je sais qu'il y a les pom-poms aussi qui se déplacent en nombre. C'est quand même un événement important. Comment ça se passe, ne serait-ce que la compétition sportive, mais même tous les à côté? Racontez-nous un peu. Moi, je vais le recompter, mais du côté supporter, parce que j'ai la malédiction des Ovalis et je n'ai jamais réussi à monter en tant que joueuse pour l'instant. Mais donc, en fait, ça se passe sur 2 jours. On a une première journée où c'est tout ce qui est match de poule. Donc, les filles d'un côté et les garçons de l'autre, que ce soit à 15 ou à 7. Elles vont donc jouer leur match. Le soir même, on va savoir qui est qualifié pour les phases finales. Cette année, donc, les filles se sont brillamment qualifiées.
Et donc le lendemain, le samedi, c'est là où se jouent donc les quarts, les demi et les finales donc de chaque catégorie, jusqu'à jusqu'aux grandes finales qui ramènent quand même beaucoup de monde. Il y a quand même 3000 personnes en public si je ne m'abuse. Donc ça c'est pour le côté rugbystique, avec bien évidemment la remise des prix à la fin de la journée. On a les pom-poms qui montent. Donc nous elles montent tous les ans. Cette année elles étaient 18. Elles font un show, donc c'est comme nous, la première journée il y a les qualifications, le lendemain il y a les finales. C'est quand même assez gros comme compétition, il y a de très beaux shows et ça regroupe de la même façon que le rugby toutes les écoles universitaires de la France. Et donc ça, c'est tout pour le côté sportif. Et bien évidemment, sur ces 2 journées, il y a des stands, des activités. Et le soir, on se retrouve tous pour une bodega, on mange ensemble, on fait la fête. Il y a musique et tout. Enfin, c'est assez très convivial. Et en fait, les personnes extérieures ont également le droit d'accéder au site le soir en plus de la journée, donc ça ramène quand même une grosse quantité de personnes et ça donc ça se fait sur les 2 soirs. Voilà. On vous invite tous du coup l'année prochaine à aller supporter les 2 équipes toulousaines et je pense à passer un bon week-end aussi. Et aussi je voulais parler globalement des entraînements. Est-ce que les effectifs ils sont stables ou est-ce que vous constatez qu'il y a plutôt un engouement autour du rugby? Est-ce que, je sais pas, vous avez pu discuter avec les anciens justement au niveau de ça Je vais encore une fois parler pour les filles, du coup les morues. Nous, de ce qu'on remarque, enfin moi du coup ça va faire là 4 ans que j'y suis, c'est vrai qu'on a un nombre qui est assez conséquent. Comme l'a dit Léon, au fur et à mesure, en fait, le rugby féminin accroît et c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui s'inscrivent en début d'année. Alors c'est vrai qu'on a un nombre qui diminue quand il commence un peu à pleuvoir et que c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que on a 2 équipes et on arrive à les remplir de façon tout à fait correcte. Et toutes les écoles ne peuvent pas se le permettre. Alors c'est vrai qu'on est là sur 5 ans, donc c'est un peu plus facile et on a 80% de filles dans l'école. Mais on a un certain engouement qui se maintient. Qui était déjà présent, mais qui tend à croître de manière assez importante. Oui, ça c'est sans compter sur le travail des coachs. Faut pas les oublier. Et après, pour le côté masculin, oui, voilà, il y a là pour le coup, certes, on est une école où on reste 5 ans tous ensemble, mais face aux écoles d'ingénieurs et autres formations étudiantes toulousaines notamment, on peine un peu à rivaliser parce que voilà, la proportion de garçons n'est pas la même. Mais néanmoins, on a quand même un bon effectif. On a des joueurs qui ont fait du rugby avant, qui prennent plaisir à transmettre, et on a des débutants qui prennent plaisir à apprendre et qui évoluent très rapidement. Donc voilà, on a réussi à monter aux Ovaliers à 25 cette année. C'est, je pense, un bon résultat qui n'était peut-être pas possible il y a quelques années. Donc c'est possible que... Enfin, on ne va pas faire des généralités, mais c'est possible qu'on arrive à relancer un peu quelque chose pour la suite. Et pour les morues, est-ce qu'il y a un tournoi universitaire à 15 ou pas? Et est-ce que ça pourrait être un objectif ou pas à terme, ou bof, vous allez plutôt rester à 7? Pour l'instant, c'est pas un objectif, je dirais, parce que c'est vrai qu'on se plaît dans le rugby à 7. C'est très dynamique, pour l'instant, ça nous correspond tout à fait. Je ne suis pas sûre, enfin pas à ma connaissance en tout cas, qu'il y ait beaucoup d'écoles qui arrivent à monter une équipe en fait à 15, puisqu'il faut aussi compter les remplaçants, donc ça augmente vite le nombre. Mais aujourd'hui, non, c'est pas du tout un objectif. On préfère garder nos 2 équipes en fait à 7, puisqu'on a quand même une différence de niveau, vu que on a une majorité qui commence le rugby en première année à l'école. Et contre des filles qui ont déjà joué en club ou qui ont 4 ans, voire 5 ans d'expérience, c'est vrai qu'il y a une petite différence qui se rattrape, mais au moins toutes les filles peuvent jouer à leur niveau, avoir leur progression, et c'est tout à fait intéressant de rester là-dessus. Oui, voilà, comme dit Charline, pour le rugby à 7, c'est, je pense, le plus adapté pour l'initiation au rugby. C'est même ce qu'on fait chez les jeunes, hein, quand on avance en âge dans l'école de rugby, progressivement, on rajoute des joueurs sur le terrain. Et le format rugby à 7
c'est clairement le meilleur pour apprendre le rugby. Et voilà, comme il y a une majorité de débutants, moi je pense que ce serait pas une bonne idée, même si on en avait la possibilité, de partir à 15. Et vu qu'avec les effectifs, on a la chance de faire 2 équipes, nous les morues, la deuxième, on peut la faire jouer au plus bas niveau universitaire à Toulouse, en fait. Et ça permet aux débutantes de se confronter avec des filles qui n'ont pas obligatoirement joué. Et donc, elles progressent plus rapidement. Et derrière, les faire monter dans les niveaux plus hauts. Ou par contre, là, on se retrouve avec des équipes, souvent, où il y a des joueuses, en fait, qui ont déjà fait du rugby avant de rentrer dans les écoles à Toulouse, quoi. D'accord. Donc vous laissez la deuxième équipe au plus bas niveau universitaire et après les gens, une fois que les filles prennent de l'expérience, elles montent dans l'équipe 1 ou c'est l'équipe 2 qui monte dans les échelons de la ligue? Non, en fait, on garde 2 niveaux distincts au niveau du tournoi universitaire. C'est voilà, si les filles sont de plus en plus à l'aise, elles montent dans l'équipe 1 parce qu'il y a un roulement de toute façon. Les filles, souvent qui jouent dans la 1, au fur et à mesure ne sont plus à l'école. Donc ça se fait tout naturellement. Les premières années arrivent dans l'équipe 2 et en fonction l'année d'après ou même dans l'année, il y a des changements. On évolue d'équipe tout simplement. D'accord. Et ça c'est pareil pour les garçons ou il y a une seule équipe pour les garçons? Ben voilà, nous, comme on joue à 15, ça, prenant en compte les remplaçants, ça fait un effectif, une feuille de match normalement avec 23 ou 25 joueurs, je ne sais plus exactement. Et on n'a clairement pas la possibilité d'inscrire une deuxième équipe. Mais c'est vrai que voilà, les débutants, évidemment, les débutants au début commencent remplaçants. Et puis même si on est si on est en excès par rapport à la feuille de match, peut-être qu'ils ne joueront pas le premier ou le deuxième match. Mais voilà, avec les rotations cliniques, avec les impératifs de chacun, on finit toujours par faire jouer tout le monde et puis voilà, tout naturellement. Et, pour certains, ça peut être intimidant le rugby parce que c'est un sport de contact. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens, aux poulots peut-être qui vont arriver dans les prochaines années pour les inciter à venir jouer? Moi, je suis spécialiste de la gestion de l'affectif. Non, je rigole. Non, je plaisante parce que c'est comme ça que c'est ce mot-là qu'on utilise a priori pour parler de l'appréhension du contact, parce qu'il y a le contact avec l'autre et il y a aussi le contact avec le sol qui sont 2 choses différentes. Ouais. Alors ça, il faut savoir que c'est quelque chose qui se travaille dans tous les cas, évidemment, que les entraînements sont mis en place pour prendre en compte les différences d'appréhension de chacun. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas le meilleur terrain pour gérer l'affectif du sol, mais on fait tout ce qu'on peut pour travailler tout ça. Et je trouve que globalement, tout le monde s'en sort très bien de mon expérience. Tout le monde arrive à franchir ce cap, même très rapidement. Je trouve qu'il y en a même qui sont un peu tête brûlée, mais voilà, de toute manière, il faut faire l'expérience, il faut se faire un avis, puis ça peut pas plaire à tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui essayent et qui apprécient. Oui, si je peux rajouter, quand les nouveaux étudiants arrivent, on a la journée des clubs en début d'année, où on a une sorte de démonstration, on peut faire un match où ils peuvent y participer, où on fait un toucher. Et c'est vrai qu'on a pas mal de personnes qui sont au début un peu réticents, parce que peur de blessure, peur du contact. Et on se rend compte que ça évolue très rapidement, que cette appréhension s'efface au cours des entraînements, parce que on fait quand même quelque chose de progressif. On est un club universitaire, donc on a, entre guillemets, le temps. On n'est pas là non plus pour casser tout le monde dès le premier entraînement. Donc c'est un avantage. Et pour en avoir parlé avec la plupart des filles ou même les gars, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, au bout de 1 ou 2 entraînements, ne trouvent pas leur compte. Mais la plupart, maintenant, s'éclatent, quoi. Bon, on vous invite dans tous les cas à essayer au moins 1 ou 2 entraînements et à voir ensuite dans tous les cas de toute façon. Et on réémet le vœu que Pierre Ponce soit un jour retrouve un jour de sa superbe. Donc Pierre Ponce qui est notre stade. Nicolas Jousserand, on avait fait une super chronique, je crois que c'était notre premier épisode même sur Pierre Ponce qui était président du Stade Toulousain. Je sais même pas si tu en as parlé dans ta... Mais si vous voulez, je peux rajouter quelques éléments sur Pierre Ponce. Allez, rajoute quelques petits éléments sur Pierre Ponce. Oui, parce que pour la précision, dans notre exposition, on a aussi fait une partie... on a eu comme axe de travail des recherches sur des personnages un peu marquants du rugby vétérinaire toulousain. Et donc,
Je vous invite à écouter la chronique de Nicolas, mais voilà, Pierre Ponce, ancien directeur de l'école et personnage marquant de l'école, a aussi été un personnage marquant de l'histoire du rugby vétérinaire et du rugby toulousain surtout. Oui, donc voilà, si je peux vous lire les quelques lignes qu'on a marquées dans le fascicule. Donc Pierre Ponce est né le 16 septembre 1894 à Llupia, dans les Pyrénées-Orientales. Il sort diplômé en 1922 de l'école et travaille dès 1923 à l'ENVT. En 1924, le professeur Besnois, toujours lui, directeur de l'école, mentionne dans son dossier « Intelligent et très dévoué à l'enseignement, aptitude remarquable pour le sport et goût prononcé pour la vulgarisation sportive ». À partir de 1935, il devient professeur agrégé de zootechnie. Par la suite, il devient directeur de l'école de 1945 à 1964. Et durant son mandat, il milite pour le transfert du campus en dehors de la ville. Et c'est grâce à ses relations qu'il obtient la vente des terrains rue des Capelles pour construire la nouvelle école. Et concernant du coup sa carrière sportive, ce qui nous intéresse ici, il commence le rugby à Perpignan, puis à l'école Véto, et donc au Stade Toulousain. Pilier est à l'honneur d'1m83. Il connaîtra sa première sélection avec l'équipe de France le 1er janvier 1920 contre l'Écosse. Il participe à un total de 6 matchs dans le tournoi des 5 nations. Le joueur surnommé la Joconde joue la finale du championnat de France de la saison 1920-1921 avec le Stade Toulousain et remporte le titre de la saison suivante en s'imposant 6-0 contre Bayonne. En 1922, il prend sa retraite sportive et en 1939, il intègre le comité de direction du Stade Toulousain, puis en devient le président le 28 mai 1942, jusqu'en 1944. Et donc voilà, c'est pour son importance dans le rugby vétérinaire et puis aussi pour son implication dans la création de la nouvelle école que le stade de l'école porte son nom aujourd'hui. Et pour l'anecdote, il est diplômé en 1922 parce qu'il a eu son concours en 1914 et il fait partie de ce qu'on appelle la promotion de fer, c'était les promotions en fait qui ont été reçues au concours juste avant que la Première Guerre mondiale éclate et qui ont été envoyés sur le front directement et qui ont pu reprendre leurs études seulement après la guerre. Voilà, pour la petite anecdote remplie d'histoire. Est-ce que le fascicule dans lequel tu as plein de petites informations, on peut le retrouver quelque part ou pas pour les gens qui sont intéressés ? Alors je vais voir avec Louis Daval de la bibliothèque de l'école pour lui laisser un exemplaire. Ouais. Voilà, pour ceux qui veulent le consulter, du coup, rendez-vous à la bibliothèque. Et puis, petit teasing, je pense qu'on a la volonté avec l'association de continuer par l'interaction qu'on peut avoir avec les anciens et par le périmètre de personnes qu'on va toucher. On a pour ambition d'avancer sur ce travail de recherche, de progresser encore et peut-être d'en faire plus, pourquoi pas finir sur un livre. Voilà. Et je ne sais pas si on en a déjà parlé ou pas, mais est-ce qu'il y a un site internet de l'association du rugby ? Alors c'est en construction. C'est une volonté en tout cas. Voilà, c'est une volonté, c'est un outil qui est à notre sens essentiel pour notre association, d'autant qu'on vise un public avec un âge très varié. Donc les réseaux sociaux ne sont pas forcément accessibles à tous. Donc voilà, le site internet, c'est pour nous essentiel. Et puis on va pas tarder à mettre ça en route. Est-ce que votre club que ce soit les Morues ou le VRC, est-ce que vous êtes ouvert au personnel ou pas ? Est-ce qu'il y a des gens du personnel, s'ils écoutent ce podcast, qui peuvent venir participer aux entraînements, voire aux matchs ? Alors, je pense que pour les entraînements, pour participer aux entraînements, je pense qu'il n'y a peut-être pas de souci. Sauf peut-être pour les questions d'assurance. Il doit falloir une licence, c'est ça, une assurance, non ? Oui, en fait c'est ça, c'est le problème, c'est les licences. On est relié avec la fédération universitaire du sport. Et pour les matchs, c'est sûr, à chaque fois on doit donner nos numéros de licence. Ouais. Donc il faut être étudiant. Et pour les entraînements, en effet, ça pourrait passer. Après, c'est vrai que s'il y a blessure, par contre, un peu plus litigieux. Je pense qu'en théorie, les membres du personnel ont une espèce de statut à part dans les statuts de l'amicale qui peut faire qu'ils sont assurés. Bon, mais voilà. C'est une question on la soulève quand des personnes viennent nous voir et nous demandent s'ils peuvent ou pas. Mais c'est vrai qu'on s'est pas posé la question de manière générale, donc voilà. Ok, c'est bon à savoir si jamais vous faites partie du personnel et que ça vous intéresse de rejoindre un des clubs de rugby. Et au niveau de Pierre Ponce, est-ce qu'il y a... Moi, je crois que vous aviez déjà fait une proposition cette année pour essayer d'améliorer le stade, mais à quel niveau on en est ou qu'est-ce qui est prévu ? Moi, ce que j'observe depuis
depuis que je suis à l'école, et apparemment c'était la même histoire avant, c'est que tous les ans on se dit bon, c'est plus possible, il faut faire quelque chose. On essaie de se débrouiller par nous-mêmes, et puis soit ça s'essouffle naturellement, soit on se heurte à quelque chose. Et alors là, pour cette année, je crois qu'il y avait un projet de semis avec mise en place d'un arrosage automatique. Je ne sais pas où ça en est, mais je crois que les fonds avaient été débloqués, non ? Il me semble que le projet a été validé, mais je ne sais pas si les fonds quand est-ce que les fonds vont être débloqués et quand est-ce que... si ça s'est vraiment concrétisé ou pas, mais c'est vrai que ce serait un atout majeur parce qu'on a pas mal de blessés sur ce stade et je pense que ça date pas d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un problème qu'on soulève et qu'on aimerait améliorer parce que ça ne concerne pas finalement que le rugby parce qu'on a énormément de clubs qui utilisent ce stade, mais actuellement on n'a pas tellement de solutions. Voilà, après, à mon sens, le problème majeur, c'est par rapport à notre région et notre climat, la disponibilité de l'eau tout au long de l'année. Et voilà, ça, c'est quelque chose. C'est une question, je pense, à laquelle on n'a pas de réponse aujourd'hui. Et même si on arrive à mettre en place, à semer à nouveau, la terre est quand même déjà bien compacte, donc il faudrait travailler un peu la terre. On n'est pas ingénieur du sol non plus, donc c'est pas évident. Et après, il faudrait avoir un arrosage possible sur le reste de l'année, et ça, c'est pas fait encore. Ouais, c'est ça. Et puis même si les fonds peuvent être débloqués, je pense sur le long terme avec différents financements, c'est vraiment la partie la plus difficile. Je pense déjà le côté logistique et même le côté faire durer ça plus de 5 ans, quoi. Si c'est pour dépenser autant d'argent et qu'en 5 ans ça revienne au même résultat, ce serait dommage. Je voulais juste, oui, c'est vrai que à Toulouse, comme disait Léon, le climat est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on a pas mal de stades qui sont maintenant des synthétiques. Ouais. Et ça pourrait éventuellement être la solution. Après, voilà, financièrement, c'est autre chose. Je ne sais pas si un jour ça pourrait être possible. Mais oui, là où on fait nos matchs, on a beaucoup de stades qui se sont transformés en terrain synthétique. En tout cas, ça fait des années qu'on nous parle d'un collège qui devrait s'installer à Saint-Martin-du-Touche et qui devrait peut-être... construire un stade dont on pourrait profiter potentiellement. Enfin voilà, moi ça me fait rire parce que du coup toi aussi Léon, vu qu'on a fait pas mal de recherches historiques, on voit plein de projets qui existent depuis 100 ans, 150 ans à l'école, ne serait-ce que comme la chronique de Nicolas sur l'école de la Gincasse avec 18 déménagements qui ont été prévus et qui n'ont jamais été faits par l'école. Voilà, je me dis peut-être que quelqu'un dans 5 ans écoutera ce podcast et se dira mais ils sont à côté de la plaque, quoi. Jamais cette école ne va se créer. Donc on sait pas, on ne peut que espérer que ça arrive ou alors que Pierre Ponce vive des jours meilleurs. Merci à vous trois d'avoir participé au podcast. On espère aux auditeurs que ça vous a plu et que ça vous a intéressé toute la partie histoire sur le rugby et que on vous a incité à aller participer au moins à 1 ou 2 entraînements et voir comment ça se passe. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot, vous trois. Oui, moi je voudrais juste rajouter une phrase que j'ai pas pensé à dire pendant la chronique histoire que j'ai trouvé, que j'ai mis dans le fascicule parce que je la trouvais assez marquante. Donc c'est les mots du président du Stade Toulousain en 1923, donc Monsieur Aon, quand il évoque l'histoire du Stade Toulousain et notamment l'équipe vétérinaire. Et il raconte « Je confesse qu'un perpétuel sujet d'étonnement a été pour moi la constatation des résultats magnifiques de l'UCEV avec des éléments si restreints en nombre. Uniquement recrutée dans un effectif scolaire n'ayant jamais dépassé 150 individus, elle a réussi à mettre sur pied 4 équipes de rugby et à s'imposer parmi les plus redoutables sociétés françaises. » Et ça, je trouve ça assez amusant parce que, enfin, du moins côté masculin aujourd'hui, on est un peu dans le même combat, quoi. On est moins nombreux, mais on arrive quand même à avoir une équipe plutôt solide. Et j'aime bien voir qu'au travers l'histoire du rugby à l'école, il y a quand même des liens qui se font et je trouve ça plutôt sympa. En tout cas, merci pour cette dernière anecdote et merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Ça fait très plaisir de vous avoir accueillis. Merci d'avoir lancé la RVT qui va faire partie, c'est sûr, du paysage futur de l'école vétérinaire de Toulouse. Et voilà, à la prochaine. Et merci à tous ceux qui ont écouté. Ouais, on espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci à tous. Merci beaucoup.